Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, pour Ésotérisme expérimental. Même prise de vue que la semaine dernière, mais en sens inverse, et on ne voit pas le Mont Saint-Hilaire derrière cette grande résidence pour personnes âgées. C'était pour samedi 23 janvier 2021, le Vidéorandia numéro 4. Et pourtant, le Mont Saint-Hilaire est bien là derrière cette bâtisse. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, conception, animation et montage Richard Glenn, notre invité, M. Yann Vadnet, le directeur fondateur du GARP, un organisme ufologique qui a organisé le Sommet ufologique canadien 2020. Nous aurons l'occasion d'entendre des témoignages de spécialistes à travers le Canada. Ne manquez pas d'aller voir et de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, dont le lien est juste ici en bas, le premier commentaire épinglé. Recherchiste Louis Ferland, à la régie, Spirale. La conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission. Le phénomène OVNI, c'est incontournable avec Richard Glenn et ésotérisme expérimental. On est maintenant entré dans la 45e année d'ésotérisme expérimental et dès le début, on reconnaissait l'ésotérisme expérimental de Richard Glenn par le phénomène, non, pas extraterrestre, intraterrestre. Vous vous souvenez? Mais là, il faut dire qu'en 2020, il y a un organisme du Québec qui a fait parler de lui bien plus qu'ésotérisme expérimental dans le temps. Et c'est grâce à le dynamisme de notre ami de Québec, M. Yann Vadnet, qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonsoir Richard et toute l'équipe. Ben oui, alors toi aussi, à toute l'équipe, et vous avez fait des réalisations incroyables au cours de l'année 2020. Alors, il ne fallait pas qu'on passe à côté de ça. Même si les grands médias ne parlent pas beaucoup de l'ufologie, même si on a appris que Trump était au courant qu'il y avait des ovnis, qu'il y avait des extraterrestres, semble-t-il, d'après un Israélien qui était en charge de la mise en orbite des satellites d'Israël. C'est pas là un vieux monsieur de 90 ans qui était ministre de la Défense du Canada dans les années 60 et qu'on dit « Ah oui, mais il est vieux », puis « Hey, non, une minute là ». On a affaire à des autorités qui commencent à se mouiller puis à dire que Trump était au courant de ça. Non seulement que les ovnis, les extraterrestres existent, il a rajouté qu'ils étaient parmi nous et que, en fait, Trump avait été mis au parfum. Alors, Yann, l'ufologie est en train de gagner ses lettres de noblesse et de respectabilité lentement. Es-tu d'accord avec ça? Oui, vas-y, Yann. Ça dépend, je vois pas exactement ça comme cela, dans le sens que plus qu'une ufologie, celle que tu viens de décrire, c'est sûr que c'est très encourageant, les nouvelles internationales depuis 3 années, surtout en provenance des États-Unis, par rapport aux révélations. Celle du général israélien, c'est sûr que c'est un pas de plus. Par contre, l'avancement de l'ufologie se fait surtout dans l'autre type d'ufologie, qui est celle que je représente davantage, l'ufologie civile, qui s'occupe d'investigation et de recherche. De ce côté-là, ça bouge autant que de l'ufologie qui est différente, qui est militaire, qui concerne davantage le contact avec ce qui se passe dans l'espace, tandis que nous, on s'occupe plus des témoins. Oui. Alors, on avait l'impression que l'ufologie pelletait des nuages. Mais, là, tu vas nous amener des preuves concrètes, des faits réalisés par des gens qui sont importants et impliqués dans la recherche, je dirais, scientifique. Est-ce qu'on pourrait dire scientifique pour de l'ufologie? C'est sur le créneau que nous avons travaillé, puis en 2020, justement, on a eu des belles réalisations que je vais pouvoir vous partager ce soir, faire un retour là-dessus, parce que non seulement c'est des avancements pour l'ufologie du Québec et du Canada, mais c'est des réalisations qui méritent d'être reconnues à l'international. Bon, alors comme tu sais que déjà depuis quelques mois, on a atteint les 30 000 visiteurs assez régulièrement sur l'ésotérisme expérimental sur Internet. Il y a beaucoup d'Européens, il y a même des gens du Japon et d'ailleurs qui nous suivent régulièrement. Alors, présentons-nous et présente-toi bien parce que c'est important que les gens sachent qu'au Québec, on est les 2 pieds dans l'ufologie depuis, on peut-tu dire, les années 50. Moi, je pense à des ufologues déjà
Ça Ah, commence plutôt en 1966 au Québec, comme j'ai déjà démontré par le passé. C'est sûr qu'il y avait d'autres activités, mais ça a commencé dans les années 60. ah oui, Henri Bordelot, c'était pas avant de... Lui-même a commencé en 66. Ah bon, ok. Et puis Jean Ferguson, même chose? Ben oui, dans les années suivantes. Ok. Fait que, ben, pour me présenter à tous ces nouveaux auditeurs d'ésotérisme expérimental, bon, en effet, c'est pas moi qui passe sur le plus de chaînes populaires, tout ça. C'est pas un de mes objectifs Non. de passer à toutes les shows. Au contraire, nous, on travaille très fort à produire et publier des travaux. Et puis, des fois, de temps en temps, on récapitule l'ensemble des choses qu'on a fait. Alors, je me présente. Moi, c'est Yann Vanet. J'ai formé le GARPAN en 2012. On est un groupe d'investigation et de recherche. Par la suite, c'est devenu une maison d'édition, les éditions Garpan, dont vous pouvez consulter le catalogue sur le site shop.garpan.ca. On a publié de nombreux ouvrages, dont 10 ufologues canadiens. On a commencé à publier des ufologues européens aussi. Oui, le lien vers le Garpan, le site du Garpan, est placé juste ici en bas sous le vidéo rendia, comme on fait à l'habitude. Et d'autres informations complémentaires vont être disponibles aussi dans le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant, avec qui vous collaborez très souvent. Hein? Ben, puisque c'est M. Surprenant qui s'occupe de faire les compléments, c'est important de lui transmettre l'information. Oui, Alors, on s'aide de cette façon-là. De toute façon, tous les groupes devraient toujours faire cela. Lorsque quelqu'un fait une bonne réalisation, même si c'est un autre groupe, ça devrait être partagé, ça devrait être félicité. ben oui. Effectivement, dans le domaine amateur qu'on est, c'est tout le contraire. Mais des groupes comme le Garpan et d'autres promeuvent une nouvelle philosophie de collaboration. Puis justement, en 2020, on a montré que cette ancienne ufologie-là de pagaille, de chacun fait ses choses de son côté, c'est complètement terminé. Puis les bonnes nouvelles que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est que non seulement on a fait le 2020 Canadian Ufology Summit, qui est un événement Ouais. avec quasiment tous les ufologues du Canada. Alors, ça montre qu'on est capable de collaborer. En second lieu, c'est ce qu'on va annoncer, c'est que on s'est finalement donné comme des règles au sein de l'ufologie civile pour travailler de façon plus professionnelle et aussi être en rapport avec un organisme gouvernemental. On vous le dit plus loin dans l'émission. Ah, oh. Alors, ça prend du sérieux, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais, Yann Vadnet, qu'on connaisse un peu qui est Yann Vadnet, votre formation, parce que vous êtes assez jeune, tu sais, c'est quand même un jeune homme encore. C'est que j'ai peut-être trouvé le secret de la jeunesse parce que j'ai quand même déjà 39 ans. Je suis dans ma Ah, 40e ouais. année. Ah ben, monsieur, oui, c'est bon de le dire, parce que ça a l'air pas mal plus jeune que ça. Fait qu'alors, effectivement, lorsqu'on a une quarantaine d'années, on a au moins 20 années d'érudition ou d'expérience derrière soi. Fait que pour ma part, je suis d'abord et avant tout un chercheur académique qui a fait de nombreuses recherches en philosophie, en histoire des langues, en histoire des civilisations. Euh, et puis maintenant, j'édite des textes anciens. Toujours à l'Université Laval, Je poursuis mes études à l'Université Laval. D'ailleurs, de j'ai la ville de quelques Québec. images qui montrent les travaux sur lesquels je travaille. Je peux nommer que j'édite un manuscrit en moyen français de l'époque de François Ier, fait qu'on se retrouve à la Renaissance. Je travaille aussi sur la traduction et l'interprétation de textes de la patristique. La patristique, c'est les pères de l'Église, qui étaient aussi philosophes. C'est pour ça que je m'y intéresse. Et puis, ben, c'est ce type de projet-là qui concerne l'histoire, surtout. OK. Ben, un jour, ça sera peut-être utile le jour où on aura des contacts avec des extraterrestres qui parlent une autre langue et qui connaissent peut-être toutes les langues parlées sur la Terre. Si je vois pas les choses de cette façon-là. Par contre, l'étude des témoignages anciens, qui sont par définition écrits, Oui. je m'y intéresse beaucoup, comme d'autres ufologues qui font ce qu'on appelle la paléo-ufologie, c'est-à-dire l'étude des témoignages anciens qui finalement ressemblent beaucoup aux témoignages qui sont toujours apportés par le commun des mortels. De par le passé, c'était surtout des personnes d'importance qui sont associées à de tels événements, mais il y a énormément de similarités, ce qui nous amène à penser que, pour ma part, je défends pas que c'est nécessairement un phénomène extraterrestre. Au contraire, il s'agit d'un phénomène excessivement mystérieux
qui a un rapport avec la réalité du monde et de la conscience des témoins et qui se manifeste depuis des siècles et des millénaires. Alors, c'est une bonne chose d'avoir une rétrospective sur le passé. Oui, ça commence à être risqué de donner des interprétations, c'est pas des faits, c'est pas... Les éphéméristes, hein, je sais pas si c'est comme ça qu'ils les appellent, là, ceux qui font les liens entre les textes sacrés et puis les manifestations d'anges, de phénomènes lumineux, etc., puis qui ramènent tout ça à des extraterrestres. Est-ce que c'est acceptable ou c'est pas acceptable dans une démarche scientifique? C'est une hypothèse parmi d'autres. Pour ma part, je trouve ça un petit peu caricatural. Okay. Il faut pas s'en tenir à une seule hypothèse, il faut les tester l'ensemble d'entre elles. Alors, regardons un peu les réalisations du Garpan en 2020. La maudite année, comme diraient d'autres. Mais ça vous a pas empêché de produire et d'être prolifique? Et même de se réunir en début d'année. On peut peut-être partir de mon montage d'images avec l'image 9. OK, fait que pour la revue des travaux du Garpan en 2020, évidemment, chaque année, on publie en début d'année notre bilan annuel. Cette année, ça sera notre 9e bilan. En début de l'année 2020, c'était évidemment le bilan de 2019. C'est un rapport qu'on fait chaque année avec d'autres groupes que nous diffusons gratuitement sur notre site garpan.ca. C'est un rapport aussi qu'on envoie aux autorités canadiennes, à l'Association des directeurs de la police, à la GRC, au ministère de la Défense et aussi à l'Agence spatiale canadienne. Tous les bilans antérieurs sont disponibles gratuitement. Fait que j'en profite pour faire une petite publicité à mes collègues, dont Steve Zuniga, qui est le directeur technique du Garpan. Il est le co-animateur d'une émission très populaire maintenant, l'émission la plus populaire de la région de Québec. C'est l'émission de Zone parallèle de Carole Lauzé au 96.9 tous les samedis. Comme vous pouvez voir en 2020, du moins en début d'année, ça ne nous a pas empêché de nous réunir. Nous avons fait notre 17e souper ufologique à Québec avec vous, Monsieur Glenn. On avait quand même réuni beaucoup de gens. Pour mes études en juillet dernier, j'étais supposé de me rendre à Paris pour participer au congrès des études Syriac. Ça l'a tombé à l'eau. Mais comme j'avais planifié un second événement en m'y rendant, ce qui était ma participation à OVNI Paris. J'ai fait ma conférence par le web durant l'année pour bien représenter le Québec. En début de conférence, j'avais présenté c'était simplement la 3e ou 4e fois qu'il y avait des représentants du Québec qui présentaient l'ufologie en général. Fait que c'était une bonne action pour faire connaître nos recherches ici. Lors de cet événement, j'ai annoncé en compagnie du docteur Martin Janta-Polzinski la tenue de notre 3e colloque sur l'ovniologie au Canada. Nous allons organiser en 2022 ou 2023. Cet événement est majeur puisque des colloques académiques en ufologie, c'est très rare. Même qu'en organisant de tels événements, l'ufologie canadienne prend le devant sur l'ensemble des ufologies. Le prochain événement va s'appeler de la science à l'inconnu. Pour les gens qui seraient intéressés à participer, n'hésitez pas à nous contacter ou encore n'hésitez pas, cher public, à informer des gens qui ont un cursus académique, qui font des recherches en ufologie, de les référer à nous afin que nous puissions les inviter. Ce sera de nouveau un congrès international avec la participation de plusieurs pays qui mènera à la rédaction de ce qu'on appelle des actes de colloque. C'est un ouvrage collectif avec l'ensemble des contributions. Nous commençons à être habitués pour ce type d'événement grâce à la belle réalisation que nous avons faite en 2018. Le livre sera finalement publié dans les prochains mois. Il y a un certain délai dans la publication de l'ouvrage à cause que nous attendions la contribution d'un préfacier. Je ne dirai pas son nom tout de suite, mais c'est un grand savant belge que tout le monde connaît en ufologie, mais attendons. Par contre, je peux mentionner que dans les derniers mois, on a eu une très belle contribution de M. Jacques Vallée lui-même. Lui et ses collègues, face à la réussite de notre ouvrage, nous ont offert une introduction pour donner encore plus d'ampleur à cette réalisation collective. Outre cela, je tiens à mentionner qu'après ces belles réussites, je travaille sur un nouveau projet qui va véritablement révolutionner l'ufologie, puisque ça s'est jamais fait. Moi, je pars d'un raisonnement syllogistique, comme qu'on appelle, qui est très simple, qui dit d'abord toutes les sciences disposent de revues scientifiques,
pour que les chercheurs publient leurs travaux. B. Or, l'ufologie ne dispose pas de telles revues scientifiques. C. Par conséquent, tant et aussi longtemps que l'ufologie ne disposera pas de revues scientifiques, il n'y a aucune chance qu'elle puisse être reconnue à sa juste valeur, puis qu'on puisse reconnaître sa pertinence. C'est pour ça, tel que je vous montre à l'écran, que j'ai parti un nouveau projet qui sera une revue académique associée à une université. Ce sera une revue bilingue. Ce sera associé à une université du Canada ou une université européenne. J'ai déjà commencé à m'associer avec plusieurs collègues et pour cette revue qui va s'appeler la Revue internationale des recherches multidisciplinaires en ovniologie. Alors, évidemment, ça sera pas pour promouvoir des croyances, mais ça sera pour accueillir les contributions de chercheurs, que ce soit des gens qui abordent l'ufologie d'un point de vue de l'anthropologie, de la sociologie, de l'ethnologie ou encore des études de cas, et même aussi à partir de la perspective spatiale. Il y a de nombreux travaux qu'on peut faire de ce côté-là qui mériteraient d'être publiés dans des revues qu'on retrouve au sein des universités. Alors, c'est la première fois que j'en parle. Même chose pour ce projet. Si vous connaissez des gens qui sont qualifiés pour nous aider, référez-les-nous-les, parce que c'est en groupe qu'on va pouvoir accomplir ce qui a jamais été fait. Évidemment, il y a toutes sortes de revues sur le sujet des ovnis, à toutes les saveurs, mais une revue académique, ça s'est jamais fait. Ça sera un grand pas pour l'avant pour la décennie 2020. Fait que tout au long de l'année, on continue à faire toutes sortes d'activités pour susciter l'intérêt du public. J'avais entre autres planifié cette activité durant l'été en combinaison avec plusieurs groupes dans diverses régions. Finalement, je me suis retiré, mais on peut voir que Patricia P. a fait un exercice de CE5 avec plusieurs personnes. Ça s'est bien passé, tandis que nos collègues de Zone Parallèle ont fait une mission publique durant l'été. Une de mes principales réalisations, c'est le livre des 50 ans de l'ufologie civile au Québec, publié en 2016. Mais après l'ufologie du Québec, qu'est-ce qui vient? C'est évidemment l'ufologie du Canada. Alors, avec d'autres de mes collègues canadiens, on travaille maintenant à un nouveau livre qui sera un source book, un ouvrage de référence où on pourra retrouver l'ensemble des informations de ce qui s'est fait en ufologie au Canada. Ça implique autant les informations par rapport au groupe, par rapport aux chercheurs indépendants, les revues qui ont été publiées, la liste de tous les livres, les divers projets qui ont été menés à terme, ainsi que les collaborations avec divers paliers du gouvernement. C'est un ouvrage qui n'existe tout simplement pas pour l'ufologie canadienne, ce qui explique un petit peu le cafouillage dans lequel on est ou que personne ne sait exactement ce qui s'est fait. Alors, ce type d'ouvrage de référence est un grand avancement pour notre collectivité de chercheurs. Ça permet de savoir ce qui s'est fait pour pas redoubler le travail, mais aussi pour mieux orienter les prochains objectifs de notre discipline. Tout ça mène à l'événement dont on veut parler ce soir, le Canadian Ufology Summit que nous avons organisé le 15 novembre dernier. Vous-même, M. Glenn, vous avez participé. Dans cet événement, on peut voir que nous avons invité presque tous les groupes du Canada, comme on le voit. La majorité des groupes se situent dans les provinces de l'Ontario et du Québec, même si d'autres provinces sont représentées. Fait que pour ceux qui s'y intéressent, voici à quoi ressemblait l'ufologie en 2020 avec les groupes, quel type d'organisation ils représentent, s'ils sont ou non légalement enregistrés, qui en sont les directeurs. Ça montre que c'est toujours aussi actif, puis c'est un panorama qui change environ à chaque 5 ans. Les groupes d'ufologie ne durent pas tellement longtemps dans le temps, alors il y en a qui partent et de nouveaux qui reviennent. Pour ce qui est de l'ufologie du Québec, voici à quoi ça ressemblait. Les deux principaux groupes sont évidemment l'Association québécoise d'ufologie et le GARPAN. À cela, il y a de nouveaux groupes qui se démarquent de plus en plus. Zone Parallèle, le MUFON, l'ADIPAN et le CRIP. À côté de cela, il y a toujours les anciens, dont Ésotérisme expérimental, CASUFO, qui est un petit peu la succession de UFO Québec dans les années 70-80. Et il y a toujours aussi M. François Bourbeau du réseau OVNI Alerte. Pour notre événement, tel était le poster. Je pense que l'ensemble des gens sont satisfaits. Nous avons eu plus d'une vingtaine de participants pour un événement de 7h30. Il est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube et puis nous allons pouvoir en visionner quelques extraits. Bravo. Tout devait être fait à distance.
on le sait, et c'était une belle occasion de réunir. C'est vraiment l'antithèse. Au moment où chacun doit être éloigné les uns des autres, ben là, c'était la réunion et la première pan-canadienne. D'un océan à l'autre, la devise du Canada, pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est d'un océan à l'autre. Marie ou Square Marie. Mais Yann, bravo. Et c'est vrai que ça a duré 7 heures. Et là, on va en écouter quelques extraits que tu as choisis. Alors, c'est un bonheur. Et évidemment, tout ça, ça s'est passé en anglais. Il n'y a pas de traduction en bas. J'aimerais que pour l'émission, tu nous dises un peu ce qu'ils veulent apporter chacun de ceux que tu as choisis. Tu en as choisi sur 21, combien qu'on va entendre là, en court extrait? 7. 7. Alors, on voit que c'est sûrement les éléments les plus importants qu'on pourrait dire, parce que si on commence à écouter chacun des ufologues qui ont présenté des cas sur lesquels ils ont enquêté, allez voir le congrès au complet, ça va être plus simple. Alors, tu as choisi des moments importants. Alors, je suis tout à fait. On commence avec le docteur Dunderry. Je vous remercie pour l'organisation de cet événement. Je suis prêt à commencer. It's okay. It's an English-only event. Oh, so, Professor, you have the floor. C'est anglais? Ah, au Québec? Yes. No, in Canada. Oh, Canada, partout. Okay. Very good. I'm glad to be here, and thank you for inviting me. I'm going to share my screen for some slides. The title of my talk is The New UFO World. When people talk about we are not alone, they usually mean there are extraterrestrials out there. But what I'm saying is that we ufologists are no longer alone, because the rest of the world is coming around to recognize, in fact, that that UFOs are here, and that this all happened within the last 3 years. In 2017, the New York Times published a front-page story on the subject, followed in March 2018 by a Washington Post op-ed written by Christopher Mellon, an ex-Pentagon official, as well as which, as you know, a private research organization was founded by a man named Luis Elizondo, who quit the Pentagon to start something called To the Stars Academy, which will be a private group studying UFO phenomenon. And finally, just last month, an American producer named James Fox released a video, a 1 hour and 40-minute video called The Phenomenon, which thoroughly covers the phenomenon, all the UFO phenomenon, all the way up to, that's the first slide. That's the New York Times story, the Christopher Mellon op-ed, and of course here are the people who Christopher Mellon and all of the people in the New York Times were talking about. The 4 aviators, their images, and the reconstruction of a UFO seen in videos taken from U.S. Navy fighter jets from 2004 through 2015, released and authenticated in 2017, and that basically changed our world, because no longer is it just the ufologists who are interested in this. The New York Times is interested, and the Washington Post is interested, and that, believe me, makes a difference. C'est un monsieur qui a quand même eu beaucoup d'engagement ufologique alors qu'il était professeur d'université. il a bien caché son jeu parce que j'ai l'impression qu'il aurait eu des problèmes en tant que professeur à l'université. Je pense que c'était connu, c'est qu'il y avait le credential, comme on dit. Ouais. Mais ce qui est important avec M. Dunderry, c'est qu'il faisait partie du groupe UFO Québec, et donc il a commencé par être un investigateur, par connaître la vraie réalité auprès des témoins. De nos jours, il représente un certain type d'ufologie, mais par son poste et ses contacts internationaux, M. Dunderry a coécrit des livres avec d'autres ufologues internationaux et il a fait des présentations à l'étranger. Il n'y a pas de problème professionnel, là. Il ne s'est pas fait attirer des foudres de ceux qui disent, écoutez un peu, là, vous êtes professeur d'université, allez pas parler d'ufologie, là, vous allez perdre votre crédibilité. Il faut croire qu'il a réussi à trouver le langage juste. Oui, hein? C'est bon. Ben merci. Et puis, il était surpris d'être invité à parler en anglais. Il dit au Québec, parce qu'il vit à Montréal, hein? Il vit à Québec, au Québec.
Ben, c'est ce qui fait cette réalisation par le Garpan quelque chose de vraiment spécial, c'est que ce soit un groupe du Québec qui ait rassemblé l'ensemble des ufologues canadiens anglophones. Ça s'était jamais fait. Alors, encore là, on montre qu'il faut changer la façon de collaborer. Ah oui. Non, tu as ouvert la porte très, très grande pour qu'il y ait une belle entente au Canada de l'ufologie. Alors, quel est le prochain que tu veux nous faire entendre de ton congrès pan-canadien? Ben, ça sera encore un docteur, cette fois-ci un docteur en sciences informatiques. Ah oui, okay. Richard comme Richard, Richard T., qui est le directeur du groupe UFO BC, qui existe depuis 1996. BC pour British Columbia, c'est-à-dire la Colombie-Britannique, une des 10 provinces du Canada. C'est sur la côte du Pacifique du Canada. On y va? En effet. Great. All right. Hello, everyone. Bonjour à tout le monde. My thanks, of course, go to everyone here for attending this online conference, and special thanks to Jan and Steve for allowing us to get together under these adverse global conditions. I'd like to start with quoting another Canadian group, and I think that it has an appeal to our mutual endeavors. And the quote is, "The more we think we know about, the greater the unknown. We suspend our disbelief, and we are not alone." That was a quote from the Canadian group Rush, the song Mystic Rhythms. And I think it really nicely quite sums up what we are all doing. So, of course, what exactly are we doing here? As you had mentioned, Jan, UFOBC was founded in 1996. And a simple purpose, or mandate if you wish, to collect sighting reports for the BC and Yukon. Now, I've been with UFOBC now since early 1998, and I've had the privilege of being the longest-serving president of the group from 2007 onwards. So, for this very brief chat today, I would like to discuss my views on the changing face of ufology that I've noticed in the last 22 years that I've been active in the group, and what the future may hold. So I'd like to call this little thing the golden years of ufology. And I think many of you who've been around for 1 or 2 years will agree that in the end, things are a bit different today than they have been in the past. So let's start from the very, very basics here. For our organizations to exist, any of them to exist, we all need one thing: sighting reports. Without them, we're really not doing much. And I don't mean, of course, the analysis of fantastic historical reports. The giant UFO case at Fox Lake by UFOBC's own Martin Jacek, or Shag Harbor incident, as investigated by Ledger or Chris Stiles, who was here earlier today. I don't mean those, nor do I mean the now prevalent misidentification of SpaceX satellite systems. We get 2 to 3 calls a week about the string of lights in the skies, and that's not what I'm talking about either. I'm speaking about the nuts and bolts of UFO groups, sighting reports. For any sighting report in general to exist, we need 3 simple things. Richard décrit son groupe auquel il appartient, oui. UFO British Columbia. Alors, il en fait partie depuis 1998, et puis il décrit un petit peu comment ça se passe dans son groupe, comment il traite les signalements. Alors, son groupe, c'est un des quelques-uns qui se veut très professionnel au Canada. Ils font leur bilan. Ils ont une approche très semblable au Garpan dans la façon de concevoir qu'on a affaire d'abord à des signalements avant toute hypothèse extravagante. C'est ça. Vous allez d'abord chercher l'information factuelle avant d'en faire des interprétations. C'est sage. C'est scientifique. Si on prend les faits, puis après, on verra avec les années, avec l'accumulation, la quantité, puis la qualité, etc. Ouais. OK, ben c'est intéressant. C'est des personnages qu'on n'a pas l'occasion jamais de voir. Hein. Pour moi, c'est la première fois. Dans ce cas-ci, c'est Richard T. est connu de nom, mais n'était pas connu de visage encore. C'est la première fois qu'il se présente. Et puis, ça montre qu'il a accordé sa confiance à notre événement et au Garpan pour... Quand on regarde le document qui dure 7 heures, et plus que 7 heures, de ce congrès-là que tu as organisé, pan-canadien, est-ce qu'on a un peu le pedigree de chacun des intervenants? Qui est-il? Quelles sont ses études? Quelle est sa formation? Toi, tu es universitaire. Lui aussi, il est universitaire?
Oui, Richard est même un professeur international. Mais pour l'information de l'ensemble Ouais, des mais ça veut rien dire, attends un peu, là, ça veut rien dire professeur international. De quoi? de sciences informatiques, il Ouais. travaille avec une université en Finlande, avec des universités aux États-Unis. Parfait. Bon, on est rassasié. Alors, c'est quelqu'un qui est solide, là. Tu sais, intellectuellement, il est structuré, puis etc. Bon, c'est bon. Est-ce que tu as une autre proposition à nous faire comme invité? Oui, mais naturellement, après UFO BC, il convient de parler du Canadian UFO Survey. Habituellement, c'est toujours Chris Rutkowski, le directeur, qui le représente. Cette fois-ci, pour la première fois, c'est une de ses collègues, Madame Ashley Kircher. Ça, c'est l'organisme qui, à tous les ans, propose aux grands médias du Canada un rapport annuel des observations d'OVNI. Chris Rutkowski est très connu, lui. Depuis de nombreuses années, les médias les plus officiels qu'il n'y a pas, Radio-Canada, le journal La Presse internationale, diffusent l'information de Chris Rutkowski. Est-ce que toi, le Garpan, je te pose la question, Yann, est-ce que le Garpan envoie Chris Rutkowski ses observations pour que ça fasse partie du bilan canadien? Oui, chaque année, nous envoyons le bilan spécifiquement à lui. Okay. Et cette année, ce sera notre 9e bilan. Pour répondre à la question précédente que tu as posée sur le pedigree de l'ensemble des conférenciers, nous les avons laissés se présenter eux-mêmes dans leurs vidéos. Par contre, sur le site du Garpan, à l'article qui correspond à cet événement, vous pouvez trouver le lien qui mène à chacun des sites des organisations très facilement. Ah oui, ben c'est excellent. C'est un rendez-vous, pas rien qu'une fois. C'est le rendez-vous permanent maintenant grâce à YouTube, à ton congrès. On a les liens de tous les sites ufologiques. Bravo. Bravo, bravo. Alors, on va écouter ça. On s'en va au Manitoba. We include data from all sources, from Mutual UFO Network, from government, civilian reports, and to date, we have approximately 21,000 reports in our database. So why do we think this is important? Well, I think up to this time, there have been many groups of private researchers, interested groups, clubs that have had or accumulated files, but they haven't really shared information about them amongst each other or even to other groups. So for the purpose of analyzing the reports and doing some investigation, it's very difficult when people just sort of keep things to themselves. And also, there is no real standard for UFO investigations. And so a lot of the quality can vary quite a bit. And this is because I think there are very many good witnesses out there, such as RCMP and military and pilots. They are trained to observe, but they don't necessarily have perhaps the background in analyzing or researching these reports. So even though we have good reports from there, are they really looking into them and into what's going on with these reports? And I think this kind of contributes to the sort of non-professional nature of the UFO field. It's got sort of a bad rep in some ways. So I think doing the analysis and investigation is very important. Our data comes from many places, press clippings, UFO online groups, of course, emails from private citizens. Also, the Department of Defense, we include reports, declassified documents in our survey. And of course, that's quite impressive and important because they're very concerned about what's going on in Canadian airspace. So I think that would be an interest to many people to view those kinds of reports. One of our main sources was the National Research Council of Canada. They would take reports from military. Oui, c'est un organisme sérieux, hein, au Manitoba, avec des milliers de cas étudiés depuis de nombreuses années. Ça ne tombe pas de la dernière à la pluie, ce monde-là. Là. Et je me demande comment ils peuvent rester si peu, je ne sais pas moi, évidents
dans le cas où ils ont eu des témoignages, à un moment donné, tu t'arrêtes de tourner en rond, puis tu te dis, écoute, il y a une trame, là, il y a quelque chose. Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est... Ou ils sont encore dans... C'est mystérieux, on n'est pas capable de dire ce que c'est. Dis-moi, Yann, là. Chacun fait la part de son travail. Dans le cas du Canadian UFO Survey, avec les 21 000 signalements, comme la dame dit. Alors, eux, ils les collectent. Évidemment, ils ne les investiguent pas tous. C'est les autres groupes qui leur envoient leurs propres signalements. Dans leur cas, Mme Kircher insiste sur le fait à quel point c'est un domaine amateur, que c'est pas tous les mêmes chercheurs qui utilisent les mêmes paramètres d'analyse. Fait qu'il est difficile d'avoir une homogénéité de l'ensemble des données. Ouais. Et puis, en effet, ça c'est une partie du travail. Celle à laquelle tu fais référence, bon, ok, commençons à spéculer sérieusement maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène-là? C'est donné à d'autres groupes. Et puis, il y a des étapes aussi dans la recherche. Elle a continué à passer le râteau, ramasser les feuilles mortes, puis ramasser les témoignages, puis les témoins, puis tout ça. Mais il essaie pas de savoir d'où ils viennent, ces feuilles mortes-là. Ça vient d'un arbre. Ça vient d'un arbre cosmique, ufologique, ou je sais pas trop. Madame Kircher n'a pas beaucoup publié. Par contre, Chris Rutkowski et son autre collègue Jeff Dittman ont publié de plusieurs livres. Si vous voulez voir leurs propres hypothèses, consultez-les. Le fameux cas de Stephen Michalak, c'est pas eux qui l'ont enquêté les premiers? Oui, et même M. Rutkowski a publié un livre avec le fils du témoin l'an dernier. Ça a été un des best-sellers de l'ufologie en 2019, le cas de Falcon Lake. Oui, justement, qu'on rappelle rapidement aux gens, c'est que M. Stephen Michalak, il était un prospecteur minier, puis à un moment donné, il a entendu un bruit, il a observé à travers les arbres, il a vu, il y avait un appareil qui descendait du ciel, qui était comme posé sur le sol, il s'est approché très près, puis avec ses gants de prospection et tout ça, il a touché l'appareil, ça l'a comme brûlé, et au moment du départ de l'appareil, il y a eu comme une projection on ne sait trop exactement, de gaz chaud, qui l'ont brûlé, et ça a fait des picots sur son ventre. Et il a témoigné qu'il avait vu ça, qu'ils avaient vraiment vu. Il a même touché l'appareil. Puis, en aviez-vous entendu parler? Dire qu'il y a encore des gens qui ridiculisent toute l'ufologie, puis ces cas-là, qui ont été vécus par des êtres humains normaux, équilibrés, qui n'ont rien à vendre. Yann, t'es un des, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, là, des chevaliers, un petit peu comme, c'est l'espagnol, là, de la Mancha, là. Tu le connais, celui dont je veux parler? Don Quichotte, oui. Oui, c'est ça. Et je n'ai pas perdu la raison, cependant. Oui. Vas-y, continue à nous en renfoncer le clou, là. Présente-nous des gens qui ont vraiment des compétences dans le domaine, puis il était temps que ça sorte, là. Heureusement que tu étais là pour les faire parler, puis qu'on a accès à tous ces témoignages-là, là. Ce n'est que la crème de la crème, là. C'est juste la surface, là. On y va. Avec qui maintenant? Pour compléter ton intervention, il faut rappeler que Michael Michalak était brûlé sur le ventre, mais d'un type de brûlure qui était non conventionnelle. C'était pas une simple brûlure, c'est resté une énigme. Dernière chose à dire sur ce groupe-là que Madame nous a parlé, c'est que Chris Rutkowski a transmis l'ensemble de ses archives ufologiques de 40 années de recherche à l'Université du Manitoba. Alors ça, c'est un point majeur parce que les archives soient rassemblées dans une institution comme celle-là. Oui. Si vous tapez ces mots-clés-là, vous allez pouvoir trouver la campagne de financement. Je vous encourage à aider notre collègue du Manitoba. Le prochain invité qu'on veut entendre, c'est Victor Vigiani de Zealand Communication. De quelle province? À quel endroit dans le Canada? Lui, il est de la région de Toronto, en Ontario. Bon, allons-y. No, I have no idea, and I might state right at the very top that I have no experience with or no expertise in the idea of channeling. What I do know is that there are experiencers, people who have been taken by these extraterrestrial beings in the abduction phenomena. And John Mack, a very close friend of mine before he passed away, there's a lot of data about that.
And I understand that that kind of information is important. There's no doubt about it. But what is key for people to understand that before we get into all of that kind of information, and it's a very esoteric and very difficult channel of information, pardon the pun, we're dealing with an indolent and uninformed public. So we have to start at level one in introducing to them, the general public, 98% of which really don't understand what this issue is all about. So if we begin at channeling with the general public, I'm sorry to say, we're going to lose everybody. We've got to back off, look at what the ET presence means, all of the evidence with respect to what's come forward over the last, since 2017 with the New York Times interview or article by Leslie Kane and Blumenthal and Helen Cooper. We have to look at that kind of information first. Once the public digests that information and fully understands or comes to some understanding about what that information is all about, then we can get into the more esoteric aspects of the channeling and the abduction phenomenon and all of the things that are more spiritually or interdimensionally related to the UFO issue. If we start with the interdimensionality or the spiritual aspect of this with the public, I'm sorry, we're going to lose them. We have to start at square one. That's also my opinion too. Ouais, Yann Vanet, il y a un mot que j'ai compris en tout cas, esoteric. Could you tell me something about that? Peux-tu me dire? Parce que c'est triste que ça soit tout en anglais. Il y a de l'information géniale, là. Il faudrait qu'un jour où ça soit sous-titré en anglais. Est-ce que tu as mis de vidéos pour qu'on puisse mettre les traductions automatiques par YouTube? Et c'est même excellent. Hein? Souvent, la traduction est écrite instantanément en dessous, là. C'est quand tu fais ton YouTube que tu peux autoriser que ce soit sous-titré en traduction français, anglais, portugais, espagnol, tout y va. J'espère que je l'ai fait pour cette vidéo. En effet, il faut que les gens articulent convenablement. On peut se rabattre de ce côté-là de nos jours. Si c'est pas traduit, ben vous l'imaginez, hein, combien ça coûterait. Oui, mais c'est fait automatiquement par YouTube maintenant. Dis-moi, de quoi il parlait? De quoi il a parlé exactement? Là, puis là, il a parlé des contactés. Là. Oh, monsieur. Oui. J'ai rencontré Vigiani. J'ai déjà interviewé Vigiani, il faut dire. Alors, je sais de quel bois il chauffe, le monsieur, mais il est très important. Vas-y. Oui, ben, M. Victor Vigiani est très important dans le sens qu'il représente un aspect de l'ufologie qui est différent du Garpan et des autres groupes. Mm-hmm. Pour sa part, lui, il insiste beaucoup sur la présence extraterrestre et les secrets des gouvernements qui camouflent l'information à cet égard. Alors, il se considère comme un activiste pour faire tomber cette barrière-là. Il appelle un disclosure. Dans la petite séquence que j'ai choisie ici, il répondait au docteur Genta qui lui posait une question sur les contactés, tous les phénomènes ésotériques qui sont rapportés par les témoins. Et puis, M. Vigiani a raison d'insister que pour informer le public, on ne doit pas commencer par les cas les plus difficiles à comprendre, les plus difficiles à expliquer, mais partir des postulats de base. Le phénomène existe, dans son cas pour lui, c'est assurément extraterrestre, et il faut informer le public dans ce sens, et il faut aussi changer la mentalité des gouvernements et des médias pour apporter la bonne information. Pour sa part, M. Vigiani insiste sur ce type de fait-là. Oui. Mais comme tu dis, c'est loin un peu de la démarche du Garpan et de d'autres organismes plus scientifiques. Il faut quand même donner la chance à ces expérienceurs qui disent avoir eu des contacts ou qui disent avoir eu des synchronicités étranges entre une lumière qui fait un flash dans le ciel au moment où ils disent « J'aimerais bien ça voir des extraterrestres », il y a une lumière qui apparaît. Et en tout cas, on se comprend, Yann. On reste dans l'univers des scientifiques ufologues. Tu nous proposes qui maintenant? Maintenant, on va aller vers les provinces maritimes, comme on les appelle, en Nouvelle-Écosse, avec Chris Styles. Ça, c'est dans l'est du Canada. C'est vers l'Europe, là, pour les Européens. Là, c'est juste l'autre bord de l'Atlantique pour vous. Là. Alors, il s'agit de... Quel organisme? Monsieur Chris Styles de la Shag Harbor Society. Oh, Shag Harbor. On sait déjà que le mot signifie quelque chose en ufologie. Hein? Il y a eu une observation assez spéciale. Une des observations les plus célèbres du Canada qui s'est passée en 1967.
Allons-y. But there seems to be a hot spot there in the Shag Harbor area, nearby Cape Sable Island. In 2018, I was lucky enough with several other members and dozens of people in the public to witness a daytime orb sighting that continued for an hour and 20 minutes. We got great video, and you can rarely, when you look at the whole summary of the witness of the testimony here and of the kind of evidence that we have, you know, there's no conventional explanation that'll suffice. Something else, you know, one of the things I like about UFOs is there's, I think, room for all of us. What else can you do without a degree that you can dive right into? And if you do the work, get that chance to play Sherlock Holmes. And I think the web, getting out of the armchair, meeting the people face to face, and I think, you know, it just gives you a real great insight into how impactful a UFO experience can be. The other thing too is this, you know, it's great that, you know, a fishing village, you know, we've outstripped what that community can do in terms of putting on a symposium. And the nearby town of Yarmouth, we're hoping next year to have an international symposium there. We have some great U.S. speakers, and our only concern now, of course, is for progress with the virus and the border. But we've had a great deal of interest in it. We've got some great researchers coming, people like Nick Pope, Debbie Ziegelmeyer, people from MUFON, and Rob Switek, and they're all coming down here. And we're going to have a symposium that's a little different. Yes, we're going to get up and speak. I will be a presenter myself. But the thing is, what's different about this is the next day, we're not only going to put the world experts in front of you and the eyewitnesses who are there, and some of them, you know, are still alive in the community, unlike cases like Roswell, and they can tell their story firsthand. You can hear the opinions. Oui, c'est un beau cas, hein? C'est ça. On est dans de l'ufologie de terrain, mais avec des témoignages crédibles d'un phénomène qui est inexplicable, inexpliqué. En tout cas, les autorités, même militaires, scientifiques des laboratoires, ne veulent pas s'exposer plus qu'il faut. Alors oui, bravo, tu es allé chercher quelque chose de très, très intéressant. C'est d'anthologie de l'ufologie, ça, là. Oui, d'autant plus que Chris Stiles est un des principaux ufologues du Canada, connu à l'étranger. Ça fait longtemps qu'il participe depuis les années 90 au symposium du MUFON aux États-Unis. Ouais. Dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, il nous parle de l'événement qu'ils organisent au musée de Shag Harbor depuis quelques années, dans lequel ils font un symposium international avec des invités de Grande-Bretagne, des États-Unis. Alors, pour avoir plus d'informations sur cet événement et la Shag Harbor Society, visitez leur site et leur musée. Alors, pendant qu'on est dans la région des provinces maritimes, Yann, est-ce que vous avez fait un clin d'œil à ce ufologue très connu mondialement, là, Stanton Friedman? Moi, je l'ai reçu au Québec, on y a fait faire une grande tournée québécoise, mais Stanton Friedman est décédé dernièrement. Alors, il demeurait, lui, au Nouveau-Brunswick, je pense? Oui, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Alors, Stanton Friedman est décédé en 2019. Puis, justement, nous avions un autre invité qui représentait le musée régional de Fredericton, qui ont reçu une partie des archives de Stanton Friedman. Alors, à son décès, M. Friedman avait plus de 100 boîtes d'archives. Il a fallu 8 camions, dont la plupart des archives ont été récupérées par les archives du Nouveau-Brunswick, des archives provinciales. Mais une partie est quand même allée au musée régional de Fredericton, où ils ont organisé une exposition en son honneur qui va durer encore pendant quelques années. Ça devrait ouvrir prochainement pour le public. Ah, ben bravo. Là, on voit derrière moi un gars que j'ai rencontré déjà grâce à toi, là, qui s'appelle Bossman, Ananda Bossman, et qui a participé à un de nos congrès UFO qu'on avait fait ensemble conjointement, le UFO 401, 501, 601, 701. Ananda Bossman, c'est quasiment un farfelu ésotérique, ça, là.
Ça dépend. Disons qu'il a l'esprit large, il évoque beaucoup de sujets. Ouais. Mais au contraire, M. Bossman travaille de plus en plus avec des scientifiques. Il a fait des conférences dans la dernière année sur des conférences de physique auprès de gens dans ce domaine. Ouais. Mais c'est aussi une personnalité des médias qui aura prochainement une série sur Netflix. Ça va s'appeler Mystic with Ananda Bossman. Il a plusieurs projets hollywoodiens en cours de route. C'est évidemment la pandémie finit par finir. Alors, on va écouter Ananda Bossman. Examples of the phenomenon. And of course, we have managed to obtain, which is often not the case, film footage of what was interacting, including spheres of light coming down from UFOs that would land down on the mountains. So this is nothing to do with Stephen Greer. Long before Stephen Greer, I'll just go for a moment out. We've had the foundation of protocols being used by Wilbert B. Smith right here, I think in BC, in Canada. So what he instigated then was translated by George Van Tassel in 1952. 10,000 people started seeing the UFOs. They would summon the UFOs, they would flash at them, would get the response, they would do the zigzags, an alphabet, as we've called it, of different interactions. So the phenomenon produces an alphabet, which we then can use as a syntax of communication. So the age of dialogues began a long time ago. We had Arthur Shuttlewood in the 60s in Warminster, England, engaging the same at Star Hill and Clay Hill, where they would also flash very strong flashlights at it, get the flashes back. You have Sixto Paz Wells in the 70s in Peru. You've got James Gilliland. We started in 1985. There are many, many who have engaged already forms of dialogue. We have innovated and pioneered universal scientific protocol, which will be filmed and used throughout dialogues with UFOs. So we've got the personal consciousness coherence aspect directly documented through biofeedback in response to the UFO. So that aspect is also covered, and this is the way to go to demonstrate that this phenomena is more than just aliens. This is something that is synergizing with us and that is pushing our discovery of our ontological foundations and kind of re-editing our notions of what reality is. Of course, the Congress has already been, the Senate Select Committee has already been briefed on the consciousness factor by Dr. Eric Davis, which is very important. In season 2 of... Tu as pris des grands risques, Yann, présenter Ananda Bossman. Tu vois qu'il nous amène dans l'univers de connexion avec ces êtres-là. Et c'est sûr que c'est pas Stephen Greer qui a créé la réalité de connexion avec les lumières qui nous répondent, puis etc. Je connais ça, moi, depuis tout petit. Et puis, bravo, je te remercie d'avoir donné une opportunité dans un congrès qui se dit scientifiquement ufologique. Je t'interromps, l'événement qu'on a fait, c'était pas un colloque scientifique, c'était juste un événement plaisant pour rassembler les gens de l'ufologie canadienne. Dans l'intervention de M. Bossman ici, qui est un néo-canadien, il habite maintenant près de Vancouver, ce qu'il nous a présenté à l'instant, c'est sa prochaine série, probablement sur Netflix aussi, qui va s'appeler Dialogue with the UFOs. Et puis dans cette série-là, ils vont reprendre ce que lui-même faisait avec son groupe en Europe, en Norvège et en Suisse, à savoir des protocoles de CE5 pour établir le contact avec le phénomène, et dans lequel ils utilisent des instruments de détection scientifique qui permettent de détecter les changements environnementaux où les témoins qui établissent ce protocole l'utilisent. On parle des cas d'Esdalen, entre autres? Entre autres. Esdalen, c'est que c'est un phénomène qui se produit par lui-même, tandis que les protocoles de CE5, c'est souvent intentionné par les témoins qui se rencontrent en un lieu et qui utilisent soit des signaux sonores
lumineux ou des signaux de leur conscience pour provoquer le phénomène. OK, oui, en effet. C'est bon. On est rendu à 6, alors tu nous avais promis 7 interventions de ton congrès, il en reste un. On va terminer par un collègue de M. Bosman dans la région de Vancouver avec Alfred Lambremont-Weber. Ah, ben oui, on le connaît, on l'a reçu, nous autres, il y a déjà des années. Mais là, il est arrivé avec des choses... écoute, ton congrès, c'était dans le but de faire exprimer chacun des intervenants ufologues à travers le Canada. Est-ce qu'il est arrivé avec quelque chose d'original, nouveau, ou il confirme tout ce qu'il a étudié depuis de nombreuses années? En effet, Lambremont-Weber est connu pour avoir parti un petit peu la mouvance Exopolitics. Ouais. Ce qui nous révèle dans sa présentation, on n'entendra pas maintenant, allez le voir. Pour sa part, lui, il est persuadé que le gouvernement américain, entre autres, utilise le voyage dans le temps et qui a été mêlé il a été mêlé à tout ça de près. Et il raconte même que lors d'un de ses propres enlèvements, il s'est retrouvé dans une soucoupe volante, si on veut, avec avec Jimmy Carter. Alors, c'est sûr que c'est à prendre avec des pincettes, mais ce qui est intéressant de Lambremont-Weber, c'est sa conception du monde qu'il appelle l'omniverse. Exopolitique est un avenir positif. Exopolitics and a positive future. Apparition de l'omniverse. Emergence of the omniverse. Exopolitics founded the science of the relations between intelligent civilization in the multiverse. That's the Exopolitics book here. What you're about to see, you can find, is based on the evidence found in the books you're about to see. The Exopolitics book founded the science of relations between intelligent civilizations in the multiverse. DARPA CIA secret time travel unit traveled the Exopolitics book back in time from 2005, about when it was published, back to at least 1971, when a whistleblower saw it, and DARPA CIA met with me in 1971, about 50 or so CIA DARPA time travel officials, to see what I looked like then, because they knew that in 2005 I would publish Exopolitics and would be publishing about time travel, exopolitics, the populated universe, etc. The book on the Omniverse documents the discovery of the Omniverse in 2014 as the third major cosmological body through which humanity understands the cosmos, after the discovery of the universe in 3500 BC by the Sumerian astronomers and the discovery of the multiverse in 1895 by the American scientist William James. My book Journey documents the ET abductions of President Jimmy Carter, myself, Alfred Lambremont-Weber, and chrononaut Andrew D. Basiago, a coordinated abduction in 1969, 1973, and 75 on the ground, but coordinated in the craft. Andrew D. Basiago seeing me on the craft, and that preparing for the presidency of Carter, and myself being director of the Carter White House Extraterrestrial Communication Study, and defines the timeline for a positive human future. That's Exopolítica, la política, el gobierno y la ley, el universo, Spanish version of Exopolitics. These are the latest in the Omniverse trilogy. Emergence of the Omniverse, 2020, A New Earth, Spiritual Freedom in the Omniverse by Letting Go of the Transhumanist Agenda, AI Singularity, and the Afterlife.
s'en rend pas compte, mais c'est ça. Ça achève, faites-vous en bas. Oui, mais ça a été bien, j'ai aimé ça. On a fait un beau tour d'horizon de ton congrès. Écoute, ça n'est que 7 sur plus de 21, parce que tu m'as avoué qu'il y en avait plus que 21 qui sont venus participer. Moi-même, oui. J'ai participé, évidemment, mon anglais n'est pas très fluent, même si mon nom est très américain, Richard Glenn, from Experimental Esoterism. Mais je tentais d'expliquer un peu que 45 ans d'implication dans le dossier de l'ufologie, dès le départ, j'annonçais aux gens que je parlais plus souvent qu'on voyait où il y avait des phénomènes qui étaient intraterrestres que extraterrestres qui arrivaient du confin de l'univers. S'ils sont capables d'être instantanément ou très rapidement au-dessus d'un silo atomique de fusée intercontinentale à ogive nucléaire, pour paralyser la base d'envoi de missiles, ben c'est parce qu'ils viennent pas du confin de l'univers, là. Hein. Ils viennent d'une autre dimension, ils sont très proches de nous. Et j'ai déjà expliqué dans mes rencontres jardin ici que bientôt on va commencer à se rendre compte qu'ils sont juste là, dans l'invisible. Dans l'invisible, c'est tout. Ils sont très proches de nous. Alors Yann, bravo, je suis content, on a fait un beau tour d'horizon, ça nous donne l'eau à la bouche, on se dit, hey, écoute, il y a de quoi écouter. Malheureusement, comme je répète, c'est encore rien qu'en anglais, à moins qu'on ait accès à la traduction. Probablement que c'est faisable. Je vais le baisser, mais l'émission reste encore quelques minutes. Est-ce que tu as des choses... Oui, on a gardé le meilleur pour la fin. Ah ouais, ok, ben, oui. Ben là, on a l'eau à la bouche, on dit on va aller l'écouter, tous ces spécialistes-là qui se sont présentés et qui sont tous des gens du Canada. Oui. On n'a rien à envier à d'autres pays hein, qui parlent moins que nous d'ufologie et pas avec autant d'espace d'observation. Quand on calcule la grandeur du Canada d'un océan à l'autre, l'Atlantique au Pacifique, dans le nord de l'Amérique du Nord, ça fait un grand territoire. Il y a des Amérindiens qui rapportent des choses. Il y a eu une chaîne de télévision qui a rapporté régulièrement les observations que faisaient les Inuits. Les Inuits, les gens du Nord. Alors, on voit bien que on a un terrain fertile en observation, en témoignage et aussi en réflexion sur le sujet. Alors, arrive-nous avec tes grandes... informations, révélations de fin de l'émission. Oui, ben c'est les deux nouvelles qui ont été annoncées au Congrès. Ouais. D'abord, une nouvelle de M. Dave Palachik, qui est le nouveau directeur du MUFON Canada. Il a annoncé en grande première internationale, parce que ça concerne le MUFON de tous les pays, qu'ils vont lancer bientôt une banque de données internationale de tous les cas du MUFON, mais aussi qu'ils vont accepter dans cette banque de données les signalements de tous les groupes qui veulent y participer. Alors, pour leur part, le MUFON va commencer avec 130 000 ou 200 000 cas qu'ils ont depuis une cinquantaine d'années, et les autres groupes qui veulent décharger leurs propres données dans cette banque de données-là pour que ça soit plus facile à retrouver, pourront le faire. C'est une excellente nouvelle au niveau international. Il était temps que ça se fasse, et qui d'autre qu'une grande organisation comme le MUFON aurait pu le mener à terme. Alors, nous les appuyons grandement dans cette démarche. Voici d'ailleurs l'extrait. Now, Victor mentioned converging lines of evidence. Well, that's kind of a lead up to my announcement. And we are about 99% done of digitizing every one of those reports. So now we're going to be up to about 150,000 reports. And all that we want to make available to everyone. So there's a big announcement. It's called Project Aquarius. As I talked about, it's been talked about since 1975, but last year the board of directors approved fundraising for Project Aquarius. Now, we are not government supported anywhere in any chapter anywhere in the world, include MUFON Canada. We operate our expenses on donations and memberships. And we produce a quarterly newsletter, at least something to give you back, and we do news blasts.
So if you go to MUFON Canada, you can find out how to become a member. It's only $25, but part of that money was put aside, and we have now hired people to start taking other groups' databases and converting them to match the CMS database. Everybody who was approached regarding this project, we started in the US, they agreed that the CMS database had the most detailed and easiest format to follow. So we're having people digitize or change whatever somebody has in their database and bringing it into our database. Now, as I said, Project Aquarius is to make the world's largest single database available to all contributing groups. So I'm here today to announce that in Canada, I will be heading up this project in order to open it up to everybody. GARPAN, New Force, UFO BC, everybody will have the opportunity to add their files to the database. Oui, ça a l'air excitant là, à première vue, mais est-ce qu'on va apprendre quelque chose d'original et de nouveau? Écoute, même qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, on dirait qu'on n'avance pas d'un cheveu. On apprend qu'il y en a d'autres qui ont vu la même chose que d'autres qui ont déjà vu. C'est varié, là, le phénomène OVNI est très, très varié. Ça peut être psychique, ça peut être lumineux, ça peut être physique, ça peut être énergétique, tout ça. Puis au bout de la ligne, on dirait qu'on n'en sait pas plus. Bon, au contraire, ça l'avance grandement, puis une telle banque de données permettra à des chercheurs présents ou du futur, à un moment donné, ils vont s'interroger, disons, sur un signalement dans telle région à telle date. Mais si on a une grande banque de données, on va pouvoir dire, mais finalement, il y avait 12 cas dans cette même région-là le même jour. Ça va faciliter la recherche et puis, au contraire, on va apprendre plein de choses grâce à cette accessibilité des données. Ouais, OK. Je te fais confiance, là, mais j'ai ma petite opinion là-dessus. Je me dis, on sait rien. Plus on étudie la chose, plus on apprend qu'on ne sait rien. Et qu'il y a encore beaucoup d'exploration à faire. Heureusement qu'il y a des gens courageux qui remontent aux barricades régulièrement pour dire, moi, je vais faire de l'ufologie, moi, découvrir des choses que les autres n'ont pas découvert. Puis à un moment donné, ils accumulent, puis ils présentent ça à tout le monde, puis on se dit, ouais, OK, on le savait déjà, ça. Il n'y a rien de nouveau dans ça, là. Non, il y a bien des choses. Quelque chose, c'est sûr, mais... Et puis, entre autres, la seconde nouvelle qu'on a annoncée, c'est des changements des temps, puis de l'ouverture du gouvernement envers cette réalité ufologique. La nouvelle, je vous la partage à l'écran. Là, tu parles des autorités du gouvernement. Là. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce centre? Alors, c'est pour annoncer que depuis le mois de mars dernier, l'Agence spatiale canadienne a commencé à référer les témoins d'OVNI, ainsi que les gens intéressés à ce domaine, vers le GARPAN. Alors, effectivement, c'est une nouvelle extraordinaire pour notre groupe. Ça montre que d'envoyer nos bilans annuels ont été reçus à leur juste valeur et puis qu'on reconnaît la pertinence de notre travail. Par contre, c'est aussi une excellente nouvelle pour l'ufologie canadienne dans son ensemble. C'est sûr qu'auparavant, il y a eu le ministère des Transports du Canada, de la GRC qui ont toujours facilité l'échange de données avec les groupes ufologiques. Mais maintenant que l'Agence spatiale canadienne elle-même réfère les témoins, c'est vraiment un plus pour nous. Face à cette situation, pour ma part, je trouvais ça injuste parce que le GARPAN n'est pas le groupe le plus senior du Canada. Il y a deux autres groupes que je respecte beaucoup, UFO BC puis le Canadian UFO Survey. Alors, on leur a écrit une lettre en commun de la part de l'ensemble des ufologues pour bien sûr les remercier, l'Agence spatiale canadienne, que c'est important de nous prendre au sérieux, qu'on fait un travail qui est important pour les témoins. Mais en écrivant une lettre collective, on leur a fait part que les groupes référés devraient être choisis en fonction de 5 critères. Je vous l'ai dit rapidement à l'écran. Ces groupes-là devraient être légalement enregistrés, soit à titre d'association, d'entreprise ou d'organismes sans but lucratif. En second lieu, ces groupes-là doivent envoyer leur bilan annuel au Canadian UFO Survey. Le troisième critère, c'est que évidemment, ils doivent respecter la déontologie dans les rapports qu'on a avec les témoins. Il faut protéger
leur anonymat, il faut les respecter comme il faut. Mais aussi, les groupes doivent collaborer harmonieusement avec les autres groupes. Mais les autres groupes, tu inclus pas tous les petits là, amateurs qui apparaissent un jour puis qui disparaissent 3 semaines plus tard. Là. Tu veux dire les grands groupes là, importants dont tu mentionnais tantôt. Là. Ça inclut tous les groupes dans le sens que même si c'est un nouveau groupe qui n'est pas encore reconnu, si ils nous contactent pour avoir de l'information, c'est pas une raison pour les mettre de côté. Au contraire, on doit collaborer pas juste avec les membres de son propre groupe. C'est ce que ça veut dire. Oui, d'accord. Enfin, un tel groupe référé par l'Agence spatiale canadienne devrait exister depuis au moins 5 années. Et puis finalement, le 5e critère, c'est moi qui l'ai suggéré. Donc, vous voulez le rendre rétroactif, autrement dit. Vous voudriez que l'Agence spatiale canadienne fasse affaire avec des groupes plus anciens quand même, là, pas juste avec le Garpin ou celui du Manitoba, comme tu mentionnais, ou du BC, là, de Colombie-Britannique. Oui, dans le sens que les groupes, ça prend habituellement 2, 3, 4 ans avant d'être bien structurés, de faire un travail convenable. Oui. Après 5 années, ils devraient avoir fait leurs preuves. Oui. Okay. Le dernier critère, c'est moi qui l'ai suggéré parce que j'ai déjà été confronté à cette situation, à savoir que lorsqu'on reçoit un signalement qui concerne la sécurité nationale du Canada, si c'est récent, urgent, ben, il convient que nous le signalons à l'armée canadienne. Dans le sens que ça les concerne directement. Ça, c'est Yann Vanet qui est allé proposer ce point-là. Oui, parce Alors, que... tu es mieux placé pour répondre à ma question. Quels sont les critères de ce que toi t'appellerais une menace à la sécurité nationale? Ben, parfois, les témoins, les gens ne peuvent pas le savoir, mais dans certains cas qu'on a déjà reçus, c'est que ça ressemblait à une technologie étrangère, comme si c'était de l'espionnage, comme des Chinois ou des Américains. Dans ce cas-là, ça vaudrait la peine de le mentionner. Mais je pense surtout à un cas qui s'est produit en 2016. J'avais reçu un signalement d'un OVNI à 2 kilomètres seulement du Parlement du Canada, à Ottawa. Alors, comme c'était une manifestation impressionnante, à seulement 2 kilomètres du Parlement, puis ça venait tout juste de se produire dans la dernière heure, eh bien, j'ai appelé au numéro confidentiel de l'armée qui s'occupe des rapports d'OVNI, et puis je leur ai fait part. À Moonies Bay? Je ne le révélerai pas en ligne. Non, mais quand même. T'es pas loin de Canada. La base souterraine nucléaire pour les principaux dirigeants du Canada, dont le premier ministre et l'état-major, etc. Mais c'est pas un secret. Fait qu'enfin, ben, cette lettre-là, pour qu'elle ait du poids, il était important qu'elle soit co-signée par la majorité des ufologues, les ufologues les plus importants du Canada. Ça a été signé par les noms que vous voyez à l'écran. D'autres personnes ont aussi été invitées à la co-signer. Et puis, cette lettre est vraiment un grand pas pour l'ufologie au Canada, dans le sens qu'on se donne des règles pour la première fois, qu'il faut être professionnel, il faut collaborer. Et puis, ça change toute la donne, parce que ça s'était jamais produit auparavant. Ben, c'est vraiment, vraiment formidable. Et tout ça, là, si on y pense bien, ça s'est produit durant l'année 2020, où on était tous confinés, ou en tout cas à partir du mois de mars, là, la vie a comme été arrêtée sur la planète. Et ça vous a pas empêché de faire des productions, de faire des contacts. C'était l'occasion idéale, parce que si tu voulais rejoindre quelqu'un en 2020, là, tu étais quasiment sûr de le retrouver chez eux. Puis qu'il n'était pas pris au travail. Tout le monde était confiné, tout le monde était paralysé dans la maison chez eux. Fait qu'ils ne pouvaient pas dire, je suis parti en voyage en Australie ou je suis rendu en Allemagne. Non, pas de vols internationaux, là. C'était chacun chez soi. C'était la belle occasion, mon ami. Bravo. Moi, je pourrais dire, là, avec ce que tu viens de nous apprendre, que l'Institut spatial canadien va référer les témoignages qu'ils reçoivent, puis ils doivent en recevoir directement au Garpin. Au Garpin et dorénavant à UFO BC et au Canadian UFO Service. Oui, mais ça vous donne des lettres de noblesse incroyables. Là. Moi, je vais te dire, 2020, ça me donne l'impression que c'est l'année de l'aboutissement de d'autres groupements ufologiques qui ne sont jamais arrivés à cette concrétisation de l'importance de leur rôle reconnu par les grands systèmes, l'État. Ça ne peut pas être plus que ça, là.
et en rapport avec l'espace. Ben, chapeau, Yann Vadnais, c'est votre année 2020 du triomphe de l'ufologie québécoise, du Garpin en particulier, mais peut-être aussi de cette démarche qui veut que l'être humain commence à prendre conscience de quelque chose dont d'autres ont été trempés dans la potion magique en bas âge. Ben, Alors, tout à fait. Merci bien, Richard. Puis pour donner, pour bon, terminer ben, l'émission, je vais intituler l'émission, là, déjà les gens l'ont vu comme titre, là, Le triomphe du Garpin. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai donné ce titre-là à cette émission, parce que je pense que c'était ça qui est la conclusion de notre rencontre aujourd'hui. Et ça vient c'est de l'aboutissement de 10 années de travail, et puis maintenant on sert de modèle pour l'ufologie internationale. On va se quitter avec un extrait d'une investigation que j'ai faite cette année, qui a d'ailleurs été référée par l'Agence spatiale canadienne. Ah ouais. Voici le cas de Brantford, en Ontario, en 1982. Bon visionnement. Oh, okay. Well, the 1982 one. Yes. It was about 8:30 p.m. and I was walking, and just as I looked up, this thing appeared right out of the interdimensional, and I said, "Oh my goodness!" And it was a yacht, pure white, like big, and it was about 40, 50 feet high from the bottom part of the prow to the top of the cabin, and or the aerial on top of it, and it was about, I'd say 30 feet wide, and between maybe 75 feet long, and there was no one on deck. And I looked around to see if there was any witness, and there was this little boy across the road from me. I said, "Little boy, look, a UFO." And he threw his hands up in the air, and he started to scream, "No, no, no." And he turned, like he was walking the same way I was, and he stopped and he turned and headed south with his arms over his head and screaming, "No, no, no," all the way down the street. So I don't know how that affected him the rest of his life. Mm-hmm. But as it went over me, I said, "Hello, my universal friends from another world. I, William Gray from Earth, greet you," and waved, you know. Yeah. But as it came towards me, off the prow of it, like a wave off of a yacht, you know how the waves go off of a yacht in the water? Well, this was a tiny little, looked like diamonds, sparkling, thousands of them, off each side, like it was a wave of air energy, just like it was a wave of water with a real yacht in real water. And I watched it, and it went by me about 2 blocks past me, and then it disappeared into I don't know if the same dimension or a dimension higher. Okay. And that was 1982. Le mot de la fin, je l'ai déjà dit, c'est que il y a beaucoup plus de signalements d'OVNI que d'investigateurs. Nous ne pouvons pas tous les investiguer, puis de toute façon, certains cas sont des méprises, sont mineurs. Alors, on se concentre, comme la vidéo qu'on vient de voir, sur des gens qui ont vu de gros vaisseaux vus de proche. Ou qui ont en plus laissé des traces sur le sol, ou autrement. Là. Tout à fait. Et s'il y a des gens d'autorité, je veux dire par là, dans les agences de police, de gardiens de nuit, de caméras de surveillance, qui ont des preuves, apportez ça au Garpin,
inquiétez-vous pas, hein, vous gardez l'anonymat des gens, vous respectez leur identité, vous respectez leur anonymat. Et tout ça est fait dans le plus grand respect de la personne. C'est pas justement d'aller faire un show-off à la télévision avec ça rapidement. Vous l'avez bien vu, vous me voyez pas souvent. Alors, on se revoit l'an prochain. Ben, j'espère qu'on va se voir avant l'an prochain. Merci. Et s'il y a quelque chose d'important, ben, je suis toujours à votre disposition pour le faire valoir à tout le monde, dès que ça se produit. Merci. Merci à toute l'équipe et au public. Je me permets d'aller dans un dossier qui n'est pas très scientifique. Live long and prosper. Ça vient d'un extraterrestre, un Vulcain. Ben voilà. Merci beaucoup. Et tout le monde, vous avez vu, il y a de l'énergie au Québec en masse, hein? Et même en ufologie, et ils ne perdent pas du terrain, ils gagnent de l'importance, ils gagnent de la crédibilité, ils gagnent sur les plans de la reconnaissance sociale mondiale. C'est des gens avec qui on peut s'associer, sans crainte. Maintenant, Geneviève va lancer le générique, comme à l'habitude. Merci tout le monde, bonne semaine. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le Mont-Saint-Hilaire qu'il n'existe pas ici. Et inversement, c'est pas parce qu'on a vu quelque chose d'étrange qui ressemble à une soucoupe volante que c'en est vraiment une. Il est toujours utile quand même de rapporter son témoignage. C'était le Vidéolandia du samedi 23 janvier 2021, le numéro 4. Conception, animation et montage, Richard Glenn, notre invité, M. Yann Vadnet, le fondateur du mouvement Garpan, un groupe ufologique du Québec, qui avait organisé en 2020 le sommet ufologique canadien. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est juste ici, le premier commentaire en haut épinglé. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. Le concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Vous avez accès au club créé par l'adresse orandia.ca. Vous pouvez aller aussi en tant que visiteur libre. Vous découvrirez qu'au mois de janvier, dans le club créé, il y a déjà un téléphone avec Martin Desbois, 2 entretiens avec Jimmy, un qui est sur le plan de la pandémie et le deuxième qui est beaucoup plus l'aspect optimiste. Et oui, en primeur, un téléphone avec Jean Deflore qui a communiqué avec moi il y a quelques jours à peine. J'ai abordé avec lui plein de sujets. On parlera quand on enregistrera. Je veux pas faire d'autres déclarations que les 2 que je t'ai données. Oui. Parce que je sais que tu vas écrire ça ou tu vas répéter ça, là, je te connais. Mes 2 déclarations pour lesquelles tu peux me citer, c'est un triste jour pour l'humanité. Et puis ma deuxième, c'est tout ce que je vous ai annoncé depuis 1 an, c'est réalisé. Alors, c'est le bon temps de lui proposer vos questions en nous les laissant dans le forum Orandia ou à mon adresse glenufo@gmail.com. Voici quelques-unes de nos suggestions. Et prenez bonne note des adresses ici mentionnées, on ne sait jamais. Un pouce par en haut, c'est très apprécié de la part de toute mon équipe. Merci et à bientôt.